Bonjour tout le monde, bienvenue à cette haute émission Environnement et Innovation, une série que l'on a mis en place avec l'accord de la TVCBF et de la Corpo Développement économique Victoriaville et sa région pour faire découvrir des joyaux de notre belle région, des gens qui innovent, des gens qui sont préoccupés par l'environnement, des gens qui veulent vous faire plaisir. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on va vous parler du parc Marie-Victorin, un joyau dans notre région à Kings Falls, et on va le faire avec la directrice générale Geneviève de Grandmaison. Allô, Geneviève? Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. En plus, en ce temps de COVID, on va sûrement faire des petits liens parce que vous avez dû avoir un été assez rocambolesque, j'imagine, avec tous les changements et les mesures sanitaires. Le parc Marie-Victorin, comment ça s'est passé vite pendant l'été? Un été improbable, qu'on pourrait dire, difficile de prévoir, mais ça a été un super bel été. Les gens avaient envie de découvrir le Québec. Bon, il y avait cette possibilité-là. Et puis, les espaces verts, les grands espaces étaient recherchés. Donc, ça a été un bonheur de faire cette saison un peu atypique. Ouais, j'imagine, donc, il n'y a pas eu de réception, il n'y a pas eu de mariage. Donc, c'est vraiment des gens qui ont été vous visiter pour le plaisir, le bonheur de marcher dans la nature puis découvrir la beauté de ce parc. Tout à fait. On crée des espaces inspirants et on n'avait pas de groupe, de sorties scolaires et tout ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui découvraient le parc pour la première fois. Donc, ça a été une saison qui a fait découvrir la région et le parc à des nouveaux visiteurs. Ouais. Et là, c'est important ce que tu viens de dire, parce que, bon, j'ai été maire de Victoriaville, j'ai été vice-préfet de la région, là, je suis député fédéral, puis je suis encore surpris lorsque je rencontre des gens, puis je parle du parc Marie-Victorin, qui pour moi est un joyau de notre région, c'est un trésor, de constater qu'il y a encore des gens, même dans notre propre région, qui ne savent même pas c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, et ainsi de suite. Fait que tu pourrais-tu, pour mettre en contexte pour les gens qui nous écoutent, nous expliquer c'est quoi, en gros, le parc Marie-Victorin, puis après ça, on rentrera dans les détails un peu plus. Tout à fait. En fait, moi, j'aime dire aux gens de la région là, qu'ils ont un jardin botanique dans leur cours. Ça vaut la peine de venir le découvrir. Le parc Marie-Victorin, ça fait 35 ans qu'il existe. Il a été créé pour commémorer les 100 ans de la naissance du frère Marie-Victorin, parce qu'il est natif de Kings Falls. On sait que c'est une figure importante là, au Québec, à différents niveaux d'ailleurs, notamment botanique, mais aussi au niveau de l'éducation scientifique. Donc, la mission éducative du parc Marie-Victorin vient de là. Donc, depuis cette époque, il y a eu différentes phases de développement. Au début, c'était 3 acres de jardin, mais maintenant, c'est 29 acres de jardin aménagés. 29. Oui, en tous 6 aménagés thématiques. que les gens peuvent visiter. Exactement. Donc, il y a 6 sections différentes qui sont aménagées sous ces thèmes-là, qui permettent aux gens là, de découvrir des environnements inspirants, des végétaux qui sont pas encore dans les centres jardins, qui leur permettent là, de les découvrir, les aménagements et tout ça. Donc, disons, un environnement enchanteur là, pour une belle journée en famille, en couple. Oui, puis je vous dirais, moi, souvent, on parle dans le temps de la COVID, il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde. Moi, un de mes bonheurs personnels, c'est arrivé à 2-3 reprises avec ma mère tout seul, aller jaser, se promener dans le parc. On l'avait déjà visité, on connaissait des lieux, mais on dirait que juste de le faire dans cet environnement-là, ça donne un petit cachet spécial, magique, là. Tout à fait. Puis, si on rappelle que pour les gens, par exemple, de Kings Falls, c'est gratuit, on les invite à se l'approprier, le parc, que ce soit pour, même s'ils l'ont déjà vu un peu comme vous me dites, mais de venir lire, de venir profiter de nos hamacs, de venir y pique-niquer, écouter le son des chutes, voir les floraisons qui s'y succèdent là, selon les saisons. C'est la nature, donc c'est vivant, ça vaut la peine de l'utiliser comme décor, je dirais. Puis, à moins que je me trompe, je ne sais pas si c'est toujours actif, mais vous avez aussi des projets avec cascade, les gens qui se déplacent, même vous avez des amis qui viennent de l'extérieur, qui sont dans un petit bed and breakfast, ils peuvent aller visiter le parc Marie-Victorin, puis en même temps avoir l'opportunité de visiter une entreprise
qui est un exemple, je pense, d'environnement, de développement durable, d'innovation cascade. Exactement. C'est par le lien du développement durable, là, justement, qu'on a ce maillage-là. Cette année, à cause de la COVID, justement, c'était temporairement suspendu. Mais dans une année normale, les gens, il y a trois usines qui peuvent être visitées. Donc, pour voir les dessous un peu des produits comme, par exemple, le papier de toilette, la partie plastique aussi, polystyrène, de voir comment c'est produit, tous ces produits-là, dans le respect de l'environnement. Bon, on est dans un parc avec des thématiques, jardin botanique. Le cadre, l'objectif de cette émission, c'est de faire découvrir nos joyaux de la région, mais ceux particulièrement qui se concentrent sur l'environnement, sur l'innovation. Plusieurs personnes nous disent que vous êtes un exemple parmi tout ce qui se fait, même à l'extérieur, au Québec, puis j'aimerais dire au monde, parce que j'ai pas tout visité, j'ai pas tout lu, mais peut-être que vous avez fait plus de recherches que moi. Mais vous utilisez des énergies renouvelables, tout ce que vous pouvez faire pour diminuer votre empreinte négative là, face à l'environnement. Peux-tu nous nommer les sources d'énergie que vous utilisez en ce moment? Bien, tout à fait. Puis le développement durable, c'est plus qu'un secteur ou qu'une préoccupation, c'est vraiment notre ADN. Puis ce que je pourrais dire, c'est qu'en plus des vivre, des mettre en place, bien, comme on a plusieurs visiteurs, des touristes et tout, notre mission, c'est de le transmettre, ça, de l'expliquer, de le transmettre. Donc, on aime bien notre mission de diffusion par rapport à ça, que ce soit notre éolienne. D'entrée de jeu, quand on arrive au parc Marie-Victorin, on voit notre éolienne qui est en fonction. On se fait beaucoup demander si elle fonctionne réellement. Qu'est-ce qu'elle alimente? Bien oui, elle fonctionne réellement. Elle alimente l'électricité de notre pavillon. Pour donner un exemple, c'est une éolienne de démonstration, mais elle produit quand même de l'énergie. Nos panneaux solaires, c'est eux qui réchauffent l'eau de notre pavillon, par exemple. On a aussi, en fait, tous nos bureaux administratifs et d'exposition, c'est un système de géothermie qui va réguler autant en hiver qu'en été la température. Donc, c'est des systèmes d'énergie renouvelable qu'on utilise et qu'on met en démonstration pour nos visiteurs. Bon, moi, j'ai 2 véhicules électriques chez nous, branchables, avec ma femme. On s'en va au parc Marie-Victorin. Est-ce qu'on a un problème pour se brancher avec nos véhicules? En fait, je pense que tout court à Kings Falls, il n'y a aucun problème. Et dans la région berceau du développement durable, mais spécifiquement au parc, oui, on a des bornes électriques qui sont très utilisées. Beaucoup de gens qui appellent pour savoir si elle est disponible et tout ça. Donc, oui, très utilisée. On voit que les gens ont cette conscience-là de plus en plus. Ça nous fait plaisir de rendre ça disponible pour nos gens. Je me rappelle même d'avoir participé à une activité au parc où il y avait des utilisateurs de véhicules électriques d'un peu partout au Québec qui avaient même eu une formation pour nous expliquer les bienfaits de ce mouvement-là pour changer nos habitudes de consommation en termes de déplacement. Là. Tout à fait. Ouais, puis je pourrais rajouter les gens, même s'il n'y a pas un véhicule électrique, on a des routes extraordinaires pour faire du vélo. C'est pas très loin de Victoriaville, Drummondville, donc les gens même qui font du vélo, ça peut faire une belle balade pour aller par la suite visiter le parc. Tout à fait, c'est accessible, c'est sur les routes aussi, les routes qui sont mises en valeur pour découvrir notre région en vélo. On a même des petits kits de mécanique là pour ceux qui veulent faire une belle pause, réparer leurs choses, venir manger avec les produits régionaux et prendre une belle balade. Là. C'est 5 km de sentier, le parc, ça vaut la peine de faire le tour. Puis dans toutes les actions qu'on peut faire au niveau du développement durable, on a aussi l'utilisation des eaux de pluie qu'on récupère. Le mur végétal, on a un très beau mur végétal en démonstration. Parlons de ça, parce qu'un mur végétal, c'est pas quelque chose que l'on entend souvent parler. On entend des fois les toits blancs pour les gens qui aménagent leur toit pour diminuer l'impact de la chaleur, les îlots de chaleur. Mais peux-tu nous parler du mur végétal, ce que vous en faites et c'est quoi exactement pour les gens qui nous écoutent? Oui, exactement. Dans le fond, le mur végétal, en plus d'être joli, parce qu'on essaie de faire un design différent à chaque année, il sert de mur isolant pour notre bâtiment. Donc, c'est tout notre bâtiment d'exposition qui est bordé par ce mur-là. Donc, ça prend des végétaux particuliers, donc des végétaux qui vont bien pousser de façon verticale. C'est une particularité que certains végétaux ont, puis ça permet une très bonne isolation, en plus d'être très joli, il faut se le dire. Oui, tout à fait, puis on le voit tout de suite lorsqu'on arrive, là. Même, ça fait un coup d'œil, puis on se demande même pourquoi on ne voit pas ça sur plus de bâtiments. Exactement. Lorsqu'on a l'opportunité de l'admirer. Il y a plusieurs jardins botaniques, un peu partout, mais vous avez une préoccupation environnementale, je dirais, au-delà de la moyenne.
j'ai entendu dire que vous utilisez aucun pesticide, aucun produit chimique pour l'ensemble du parc. Je me trompe? Tout à fait, exactement. Non, vous vous trompez pas du tout. En fait, on est un jardin botanique écologique entièrement. On a été les premiers d'ailleurs à avoir la certification du plus haut niveau de ici on recycle Québec. On emploie seulement des alternatives naturelles de compagnonnage, de lutte intégrée qu'on appelle, ou donc avec à l'aide d'insectes ou de conception à la base de jardins qui permettent à des végétaux d'être les uns avec les autres pour bénéficier de la protection des uns des autres et donc de pas utiliser de pesticides. Si je peux vous donner un conseil, si vous cherchez un nouveau volet à développer, je pense que les gens qui font de l'entretien de pelouse, avec l'été qu'on a eu, ça a été très difficile pour les résidences, les propriétaires. D'après moi, vous pourriez leur donner quelques trucs parce que je pense que tout le monde cherche à diminuer son empreinte négative sur l'environnement, mais en même temps, les gens veulent avoir un bel environnement. Je pense que ce que vous faites va donner des leçons, je pense, à bien du monde pour la suite. Ben, l'idée, c'est de montrer qu'est-ce qui est possible dans un contexte, quand on visite le parc, qu'on voit à quel point c'est inspirant, tous les aménagements, ben, de savoir que ça se fait de façon écologique, c'est intéressant. D'ailleurs, dans notre section du potager, on va inaugurer des hôtels à insectes qu'on appelle. Oh. Donc, les gens vont avoir les informations, comment s'en construire un aussi. Ça permet d'attirer des insectes qui sont bénéfiques pour justement le maintien d'un jardin en santé. Donc, vous élevez des insectes spécifiques, particuliers, vous trouvez une façon de les attirer. On les attire, exactement. Un peu comme les gens qui vont mettre de la nourriture pour attirer certains oiseaux proches de chez eux. Exact. Et ces insectes-là vont jouer un rôle dans l'aménagement ou en tout cas dans l'entretien de votre lieu. Tout à fait. Wow. En tout cas, je pense que si les gens qui nous écoutent apprennent rien avec cette émission, on a un problème. Honnêtement, je trouve ça fantastique. Puis, sincèrement, est-ce que vous avez des liens avec des universités ou des chercheurs avec qui vous travaillez au quotidien? Il y a déjà eu des cours qui ont été donnés là directement au Parc Marie-Victorin. Maintenant, c'est plus des alliances. On fait partie des All-American Selection, donc à travers l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et pour être un jardin de démonstration de semences ou de plants hybrides qui ont été créés pour voir leur stabilité, voir aussi leur déploiement, le côté ornemental, comment ils se comportent en nature. Et puis ça nous permet d'une part de pouvoir contribuer à cette recherche-là, puis d'autre part, de pouvoir montrer aux visiteurs des végétaux qui vont arriver dans les centres jardins 3-4 ans plus tard. OK, vous êtes déjà en avance sur ce qu'on va voir pour le commun des mortels dans les centres de jardin par la suite. Tout à fait. Ça nous permet d'être à l'avant-garde et puis de contribuer à la recherche à ce niveau-là. C'est fantastique. Il y a des mosaïcultures. Oui. C'est assez spectaculaire. Les gens qui n'en ont jamais vu, vous en avez combien par curiosité? On en a une dizaine, entre 10 et 12 selon les années. Mais saviez-vous que la première mosaïculture a été créée au Parc Marie-Victorin? Pour de vrai? La première. C'est quel nom de cette mosaïculture? C'est le jardinier. OK. Oui. C'est pas celle qui est en plein centre, proche du mur justement végétal? Oui, tout à fait. Et dans cette région-là, vous avez une bonne connaissance du parc. J'ai vu quelques conférences de presse dans le coin. Puis la personne qui avait... Oui, tout à fait. A été fait là. Oui, donc c'est une expertise qui a été développée au parc et les gens qui ont participé à ça sont maintenant appelés à contribuer à travers le monde avec cette expertise. Puis nous, ben on aime bien la présenter. C'est impressionnant autant pour les gens qui aiment la botanique que pour les jeunes familles. C'est impressionnant. Notre plus grande, elle a 13 400 plants. Ils sont tous repiqués à la main à tous les printemps avec un design un petit peu différent. Donc, et toutes ces plantes-là que vous avez, bon, je ne sais pas si ma question est une question piège, est-ce que vous savez combien de plants par année vous installez dans le parc? On le sait par mosaïculture, pour ces plants-là, je pourrais pas vous dire, il y en a vraiment beaucoup. C'est des milliers. Oui, tout à fait. Bon, ma sous-question qui va vers ça, c'est est-ce que tous ces plants-là sont aménagés sur place ou vous allez en acheter ailleurs où il y a des producteurs qui vous les fabriquent? Mais ça, c'est une bonne question parce que ça m'amène sur un autre point du développement durable parce qu'on a un bel exemple d'économie circulaire. On a des serres de production, puis on produit nos propres plantes annuelles. Puis une façon qui nous permet de le faire, on est un OBNL, donc côté coût, ça nous aide grandement,
c'est qu'on récupère les vapeurs chaudes de Boralex et ça nous permet de chauffer nos serres. Juste pour les gens, Boralex, qui est une compagnie à Kings Efford. Exactement, qui est tout juste en face, qui est située en face de nos serres. Donc, les résidus, leurs déchets de vapeur chaude nous permettent, nous, de pouvoir produire nos propres plantes annuelles, donc développer un peu plus nos variétés. Et aussi, quand on a des plants mers qu'on garde pendant l'hiver, ça nous permet là, de les conserver, de les faire croître, puis de les bouturer par la suite pour le printemps. Donc, on t'a glissé le mot économie circulaire, vous revalorisez, vous assurez d'avoir le minimum de résidus, de déchets, ce que je comprends. J'ose même pas poser la question tellement pour moi c'est une évidence. Vous devez sûrement faire du ramassage compostable, récupération, pour diminuer les déchets qui s'en vont à l'enfouissement. Tout à fait. On produit notre propre compost. On a des partenariats vraiment intéressants. Je vous donne un exemple. Au début de la saison, on a notre souper bénéfice homard. D'ailleurs, qu'on a tout le temps 2500 homards qui sont dégustés à cet événement-là. Avec une entreprise comme Englobe, on a fait un partenariat et on en fait un compost marin qui est réinvesti dans les jardins à ce moment-là. Donc, à chaque fois que vous posez un geste, vous créez un événement, vous organisez quelque chose, ça tourbillonne dans votre tête à toute l'équipe au parc de dire, est-ce que j'ai diminué au maximum mon empreinte? Est-ce que j'ai fait mon effort environnemental? Tout à fait, que ce soit au niveau de nos événements, qu'on a une charte d'événements éco-responsables. Des fois, c'est des événements qui sont créés spécifiquement pour ça, notamment les fripes de filles qu'on fait en partenariat avec Cascade. Donc, les gens amènent, font le ménage dans leur garde-robe, ils amènent leurs vêtements et on les revend. On fait une friperie d'un jour, dans le fond, à chaque année. Donc, les gens qui nous écoutent, là, il y a des propriétaires d'entreprises aussi, de commerce. Il y a des gens qui sont encore récalcitrants, qui n'ont pas encore embarqué dans le mouvement. De poser ces gestes-là, c'est bon pour l'environnement, mais il y a aussi des économies. J'imagine que lorsque c'est pensé préalablement avant même de commencer, vous réussissez à avoir un impact financier positif pour vous par la suite? Tout à fait, parce que pour nous, c'est notre identité, mais c'est aussi, effectivement, il y a un impact financier certain. Nous, de produire nos propres plantes annuelles, c'est déjà un 30 000 $ facilement qu'on va chercher à chaque année là, au niveau de l'économie. Puis j'irais même plus que ça, c'est un investissement dans notre personnel, parce que les gens, au niveau de quand ils cherchent un emploi ou qu'ils cherchent que ce soit des étudiants ou peu importe à quel niveau, ils recherchent beaucoup des entreprises qui ont un souci environnemental, éco-responsable. Donc, c'est investir aussi dans des valeurs qui vont bien marquer notre marque employeur, justement. C'est vraiment, en tout cas, c'est inspirant lorsqu'on écoute tout ce que vous faites. J'ai eu la chance de visiter à quelques reprises, je le disais tantôt, mais je n'étais même pas conscient de toutes ces choses-là. C'est un peu à ça que sert cette émission-là. Tantôt, tu as parlé du parc, les gens peuvent aller le visiter. C'est 4 saisons? En fait, oui, on est ouvert de juin, fin mai, disons, jusqu'à mi-octobre. OK. Donc, pendant la partie hivernale, vous préparez le terrain, vous faites grandir vos plantes, vous faites vos tests. Les projets, ça doit tourbillonner dans la tête de l'ensemble de l'équipe pour être prêt pour le début de la saison. Faut dire qu'on passe de 50 employés à 4 l'hiver, là aussi. C'est sûr que c'est une saison complètement différente pour nous d'analyse, de planification et oui, avec tous les projets les petits et grands qui s'en viennent. Bon. Tantôt, tu nous as dit qu'à cause des restrictions sanitaires, il y a les écoles qui avaient des sorties éducatives, c'est tombé à l'eau. Les événements sont tombés à l'eau, mais c'est des choses qui vont revenir, là. On s'attend tous que la normalité va finir par reprendre sa routine normale avec quelques petits changements. Combien de personnes par année, en général, vous accueillez dans le parc? C'est environ 41 000 personnes. Qui viennent, que ce soit des groupes, des visiteurs libres, des gens qui participent ou qui organisent un événement puis qui utilisent le parc comme cadre, disons. Donc, il y a tout un aspect touristique associé à ça, j'imagine, avec les hôtels, les restaurants dans le coin, les bed and breakfast et compagnie. Tout à fait. Il y a 80 % de notre clientèle qui vient de l'extérieur de notre région. Là, c'est un message là, pour les gens de la région, là. Je pense que ceux et celles qui n'ont pas encore visité le parc Marie-Victorin, il faut absolument mettre ça dans la to-do list là, à faire le plus rapidement possible. Puis, je pense que c'est ça la première fois qu'on y va.
on fait tous wow, tellement que tout est aménagé avec soin. Puis ça me donne le goût par la suite de faire découvrir à d'autres personnes. Puis je me plaisais à dire dans le temps que j'étais maire à Victoriaville, on a tous une responsabilité comme ambassadeur de notre région de montrer les bons coups à tout le monde. Là. C'est vrai, puis on peut le découvrir, mais on peut aussi y goûter parce que on fait des dégustations insolites pour faire découvrir les semences du patrimoine, les légumes qu'on a un peu oubliés par les consommations, par les cultures de plus grande échelle. On les fait découvrir, on les fait déguster, puis on fait aussi des produits exclusifs avec toujours dans un souci de tout le temps récupérer et d'aller chercher le maximum de chaque chose. On a un événement qui est l'exposition de pivoine à chaque année. Okay. On a 1500 pivoines de collection qui y sont présentées. C'est absolument magnifique. Mais le lendemain de l'événement, ces belles fleurs-là, pour ne pas qu'ils prennent trop hâtivement leur retraite, on en fait de la gelée de pivoine qu'on peut ensuite faire déguster aux visiteurs. C'est absolument sublime. Et ça, c'est à quelle période de l'année? Les pivoines, c'est en juin, puis après ça, on peut en vendre. Là, cette année, on a ajouté un nouveau produit, on a fait de la gelée de bégonia. Il y a beaucoup de fleurs comestibles qu'on transforme pour les faire intégrer au menu des jeunes. Wow! Et tantôt, tu as parlé qu'il y avait plusieurs, je me souviens plus combien d'hectares, 29 acres. 29 acres que vous avez. À travers ça, il y a différentes thématiques. Oui. Est-ce que tu peux nous nommer les différentes thématiques que les gens peuvent découvrir lorsqu'ils vont au Parc Marie-Victorin? Bien sûr. On a, en débutant, on a une serre tropicale. Puis notre premier jardin qu'on va croiser, c'est le potager santé, justement, duquel on tire par la suite plein de denrées qu'on va transformer ou redonner à des banques alimentaires à la fin de la saison. Donc, vous allez même faire un lien avec les banques alimentaires. Tout à fait. Tout à fait. À chaque année, il y a 3 ou 4 banques alimentaires là, qui viennent prendre de ce qu'ils ont besoin pour cuisiner là, à l'automne. On a notre deuxième jardin thématique qui est les sentiers des curiosités. Alors, c'est des plantes qu'on voit à peu près nulle part ou très rarement, des plantes exceptionnelles. On a par exemple le ginkgo biloba que des gens connaissent peut-être un petit peu, mais c'est un arbre qui est exceptionnel par sa longévité. C'est le seul arbre qui a survécu dans la zone Hiroshima. Oui. C'est un arbre qui était là avant les dinosaures, donc qui date de 270 millions d'années. On en a à Kings Effort dans le Parc Marie-Victorin. Tout à fait, oui. C'est un arbre qui se trouve d'ailleurs en centre jardin aussi. Donc, il y a plein de végétaux pour piquer la curiosité des gens, que ce soit au niveau de leur histoire botanique ou au niveau visuel. Ensuite, on arrive au parcours du géant, qui est là où il y a la plus grande concentration au parc des mosaïcultures, qui sont quand même les vedettes au parc. On a le jardin des milieux humides, parce que dans notre souci de développement durable, il y a aussi le respect des écosystèmes et la mise en valeur des écosystèmes. Donc, le terrain, il y avait déjà un étang avec une petite rivière qu'on a mis en valeur avec une île et tout ça. Et c'est dans ce jardin-là qu'on retrouve les sculptures en métaux recyclés d'un artiste de la région, Indra. Ouais. Donc, qui sont aussi intéressantes à visiter, qui sont dans leur environnement végétal comme ça. Ensuite, on a le jardin des oiseaux, qui est un jardin thématique qui est conçu pour abriter, attirer, abreuver les oiseaux et les papillons. Donc, ça bouge beaucoup dans ce jardin-là. Et le dernier jardin, qui était le premier en 1985, qui est le jardin des cascades, donc qui est articulé autour des magnifiques cascades de la rivière Nicolette. Un jardin comme ça, vous y travaillez, j'imagine que vous êtes toujours en mode innovation, c'est la thématique de l'émission. Vous recherchez des nouveaux types de projets, il y a des surprises, sans peut-être nous donner des secrets d'État de l'organisation. Vous travaillez sur d'autres projets pour continuer à innover? Bien, en fait, on est une équipe de passionnés, donc on travaille sur plein de projets. Je peux vous dire qu'on vient d'acquérir 100 acres supplémentaires. Donc, wow. On est bientôt, on sera prêt à annoncer là, des projets d'envergure là, pour la région et pour le Parc Marie-Victorin. Fait que là, vous pourrez dire que c'est à l'émission Environnement et Innovation que vous avez eu un petit hint qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient au Parc Marie-Victorin. C'est fantastique, honnêtement. Puis, on sent que vous avez pris votre place sur le territoire, vous êtes devenu une attraction touristique, mais une attraction touristique en plus qui va avec les valeurs, je pense, de toute la nouvelle génération, de ce qui est en train de s'installer dans la société présentement. Tout à fait. Je pense que on va très bien dans l'ensemble de notre région. On est raccord avec les valeurs de toute une région. OK, c'est bien.
Tantôt, on a parlé des thématiques, des plantes. J'aurais envie de poser une question, peut-être qui est anodine, mais est-ce qu'il y a des arbres fruitiers aussi à travers votre aménagement? On a plusieurs arbres fruitiers. On en a qui ont des histoires. Moi, j'aime bien des fois les raconter parce qu'on a des arbres fruitiers qui sont tropicaux aussi. On a, par exemple, un nouvel arrivant du Guatemala qui a été accueilli à Victoriaville et sa famille est productrice de café. Donc, il avait apporté un plant de café dans son appartement à Victoriaville. Il a mis ça dans ses bagages, oui, il a emmené ça avec lui. D'après moi, il a passé aux douanes. Oui. On le nommera pas. C'est ça. Non, je nomme pas de nom. Mais à un moment donné, ça prend de l'entretien, ça prend un lieu spécifique. Donc, il est venu nous le porter avec beaucoup, beaucoup d'émotion pour qu'on puisse s'en occuper. Et bien maintenant, cet arbre-là, il est sorti, on le garde en serre l'hiver, mais il est sorti l'été, il est magnifique et l'année prochaine, on devrait en avoir assez pour faire une petite mouture de notre propre café, faire un chin-chin à ce monsieur-là qui nous l'a gentiment confié. Et pour le lancement de la saison, au lieu de prendre un petit mousseur des côtes du Gavet, vous allez pouvoir sortir du café pour faire un chin tout le monde pour lancer la saison. En plein ça. Hey, Geneviève, vraiment, merci d'avoir pris le temps avec tout ce qui se passe présentement avec la COVID pour venir nous parler du Parc Marie-Victorin. Je l'ai dit en début d'émission, c'est un joyau qu'on doit découvrir absolument si les gens ne l'ont pas encore déjà fait pour en devenir par la suite des ambassadeurs. Merci de nous en avoir parlé de façon plus détaillée, de comprendre que c'est pas juste un jardin, c'est aussi un centre de recherche, j'ose dire, un exemple en termes d'environnement puis d'innovation, puis qui tente toujours de faire encore mieux. Les gens qui nous écoutent, vous avez aimé l'émission, vous avez aimé ce que vous avez entendu, ne vous gênez pas, c'est à Kings Hall du mois de mai jusqu'à octobre. Exact. Donc, pour aller visiter le centre. Et je vous invite à partager l'émission. Ça va être sur les réseaux sociaux. Et si vous me permettez, j'aimerais prendre un instant pour dire merci à la TVCBF qui nous permettent de filmer avec toute leur équipe cette émission, à faire le montage, à vous la diffuser par la suite. Et un merci particulier aussi à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, qui sont le partenaire principal pour nous faire découvrir les joyaux de notre région, ceux et celles qui se démarquent et qui nous donnent un élan, tout le monde, pour embarquer dans ce beau mouvement d'environnement et d'innovation. Alors, au plaisir de vous revoir pour la prochaine émission. Cette émission est une présentation de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région.